on devine tous un peu ce que ça peut être. C'est-à-dire, à peu près tous les acteurs politiques depuis les années 80-90 semblent être tous d'accord sur le fait que le futur de la politique devra transcender, vous mettez tous les guillemets que vous désirez autour de transcender, devra transcender la nation. Et tous les gens qui postulent qui assènent cette proposition semblent avoir une définition de la nation qui ne pose pas problème. D'ailleurs, généralement, ils ne définissent pas ce qu'est pour eux la nation. Ils posent qu'il faut absolument la transcender, mais ils ne définissent pas ce qu'il faut transcender. Et donc, ils sous-entendent généralement par là que la nation veut forcément dire, c'est le concept en fait du nationalisme. Et donc, c'est le concept identitaire, ethno-culturel, qui à la base du nationalisme, qui serait la seule et unique définition de la nation, et donc qu'il s'agit de transcender afin que des solutions politiques plus modernes, plus démocratiques et moins facteurs de guerre soient le futur de notre politique. Donc ça, c'est la vision classique partagée par une majorité des acteurs de gauche, de droite, de tout ce qu'on veut, qui suppose donc cette idéologie. Comme c'est dans l'air du temps, il n'y a pas besoin comme dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'expliciter ce qu'il y a derrière, et donc ils peuvent faire ces suppositions en tablant sur le fait que les médias, les acteurs politiques et la population va comprendre de quoi il en retourne. Bon, ben, c'est contre ça qu'il faut se dresser, parce que la définition de la nation est tout sauf unique. Tout ce qu'on veut sauf unique. Et notamment, il y a au moins deux définitions de la nation qui sont non seulement différentes, mais même opposées. Et en France, on devrait le savoir en premier, puisque le concept de la nation, qui est un vieux mot, c'est un mot issu de l'Ancien Régime et même du Moyen-Âge, a changé radicalement de sens à la Révolution française. Et donc nous devrions savoir, nous devrions être bien placés pour savoir que le concept politique de la nation, parce qu'il s'agit de ça en fait, est nouveau et ne peut pas se résumer et ne peut pas être synonyme d'une définition identitaire ou ethno-culturelle de la nation. Il y a une différence radicale entre les deux. Et poser la définition de la nation comme une identité ethno-culturelle, une définition allant de soi, c'est nier les révolutions politiques de la fin du XVIIIe siècle et de tout le XIXe et XXe et XXIe siècle. Donc normalement, on ne devrait pas pouvoir tranquillement asséner cette mono-définition de la nation en tant qu'unité ethno-culturelle. Voilà. Pour aller un peu plus précisément sur les enjeux de cette question, en fait, le post-national, c'est le post-politique, et le post-politique, c'est la post-démocratie. Mais là, je brûle les étapes, c'est-à-dire, si on se met d'accord sur le fait qu'il y a une définition moderne de la nation qui est strictement politique et non pas ethno-culturelle ou identitaire, on s'aperçoit que le concept central de la politique dans un État moderne, c'est la nation dans sa définition politique et la souveraineté de l'État. Car les deux sont intrinsèquement liés. On a utilisé un nouveau concept en donnant un nouveau contenu à ce mot « nation » en se préoccupant de savoir quelle était l'identité du souverain dans l'État à partir du moment où ce n'était plus le monarque qui l'incarnait et la légitimité dynastique qui légitimait l'ensemble des institutions. Et puisque ce n'était plus le monarque, et puisque ce n'était plus la légitimité dynastique, qu'est-ce qui remplaçait ces conceptions centrales? Eh bien, c'était d'une part le peuple de cet État, c'est-à-dire la communauté des citoyens de cet État, constituait collectivement
le souverain, celui qui détenait la souveraineté dans l'État. La souveraineté, c'est le concept central de l'État. Et celui qui détient la souveraineté dans l'État, c'est le peuple de cet État, c'est-à-dire toute la communauté des citoyens de cet État. C'est le nouveau souverain, en fait, la nation. On voit bien qu'il n'y a aucun rapport avec un problème de langue, un problème ethnique, un problème religieux, un problème culturel. Non pas, il ne faut pas nous prendre non plus pour des gens qui ne s'intéressent qu'aux institutions ou qu'à la logique froide institutionnelle. Évidemment qu'il y a des problèmes culturels, des problèmes d'identité, des problèmes de langue. Il ne s'agit pas de nier ces domaines-là. Il s'agit de comprendre que les problèmes de souveraineté dans l'État ne sont pas liés à ces questions-là. Ne sont pas liés aux questions culturelles, identitaires. Parce que si on n'a pas un concept pour décrire qui est souverain dans l'État, on n'est pas en mesure de penser le caractère politique des sociétés modernes. Parce qu'une société moderne, c'est comme toute société, moderne ou pas, c'est un assemblage d'institutions. Et cet assemblage d'institutions, il ne tient pas tout seul. Il doit créer une unité. Cette unité, elle doit avoir des principes qui la fondent et des institutions qui la garantissent. Donc, à quel principe elle va obéir? Qui va détenir le pouvoir au sommet de ces institutions? Et selon quelle légitimité? Si on ne se pose pas ces questions, et si on ne parle que de problèmes culturels, eh bien, tout simplement, on passe totalement à côté du problème de la politique. Donc, c'est normal qu'à partir du moment où on veut transcender la nation, où on ne veut pas voir que c'est le concept de la politique dans l'État, de la souveraineté, de l'identité de qui détient la souveraineté dans l'État, à partir de là, on n'est plus en mesure de penser la politique. Et du coup, aucun processus démocratique ne peut plus avoir l'espace institutionnel, idéologique et politique qui lui est nécessaire pour pouvoir agir collectivement. Et je finirai là-dessus, parce que comment pouvez-vous imaginer un processus démocratique quelconque? Donc je rappelle ici, pour ceux qui suivent les universités d'Automne, que la démocratie, c'est pas un régime ou une idée institutionnelle ou un sésame, comme serait éventuellement, je sais pas moi, le tirage au sort, les élections, le Parlement. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est tous les rapports de force qui renforcent les classes dominées par les institutions. C'est ça un processus démocratique. C'est un rapport de force qui, en investissant les institutions, renforce les classes dominées. C'est ça un processus démocratique. Alors comment pourrait-il y avoir un processus démocratique si les enjeux principaux qui fondent la société, et donc dans un État moderne, l'État, ces décisions étatiques échappent à cet État? Un État qui n'est plus souverain, donc ne détient plus les clés de l'assemblage institutionnel et des choix principaux. Si ça se passe ailleurs, comment les processus démocratiques vont pouvoir avoir des enjeux déterminants? Les gens vont faire des luttes sociales. Alors c'est pour ça aussi qu'on parle de mouvement social depuis les années 90. Parce qu'un mouvement, c'est un mouvement brownien, ou c'est le mouvement d'un hamster dans sa cage qui tourne. C'est-à-dire qu'il n'a pas de débouché, le mouvement social. Tandis qu'avant, on parlait de lutte sociale, parce qu'elles avaient un enjeu et un débouché, parce qu'elles avaient un espace politique dans lequel s'exprimer, parce que les enjeux restaient au sein de la société politique. Les enjeux restaient principalement internes à la société politique, parce qu'il y avait un État souverain, qu'on savait que l'identité du souverain dans cet État, c'était le peuple de cet État, à savoir la nation, et donc les choses étaient claires quant aux enjeux des processus démocratiques. Depuis que tout le monde a abandonné ces concepts de base, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de politique. C'est-à-dire que les décisions de toutes ces sociétés échappaient à ces sociétés. Et qu'il n'y avait plus de processus démocratique, que les classes dominées ne pouvaient plus être renforcées par les institutions.